Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Bivouac de Gabriel Filto-Chiba, lu par Audrey Brisson. À Marie-Pierre Baraton, de mes paumes jusqu'à ta constellation. Je te remercie pour l'orange des aubes et ce bâton de parole à brandir avec le pouvoir de l'intention. Nous ne défendons pas la nature. Nous sommes la nature qui se défend. Leitmotiv écologiste rendu célèbre par la Resistencia Indigena, traduction libre. Bivouac. Nom masculin du suisse allemand, Biwacht, garde supplémentaire de nuit. Installation provisoire en plein air de troupes en campagne. Première partie. Vers Allagash. Chapitre 1. Toucher du bois. Riopelle. À voir valser les conifères, à entendre grincer leurs troncs, je donnerais pas cher de ma peau. Tout ce qui compte dans l'instant présent, remuer les orteils, déplacer mes doigts, gagner du terrain plus vite que le froid. Je suis seul. Je ne peux plus compter sur ma meute pour m'éclairer, débattre du chemin le plus sûr et des routes passantes à esquiver, à savoir si le rang du Nord me mènera paradoxalement plus vite à la frontière sud. Pas question que je sorte mon GPS tout de suite. La batterie ne fera pas long feu par un temps pareil. De toute façon, je n'arriverai pas à pitonner tant mes doigts à l'écran risquent de figer. Un glossaire en fin d'ouvrage recense les mots ou expressions québécois qui pourraient paraître obscurs aux lecteurs français. Je vais de banc de neige en banc de neige, aveuglé par la poudrerie, un pas à la fois. La gifle du vent me fait contracter tous mes muscles, traverse ma capuche et ma tuque. J'entends des sifflements fantomatiques qui hèlent sans jamais reprendre leur souffle. J'aurais dû donner une autre chance au char. J'aurais dû. Je revois mon père, qui donnait une volée aux appareils au fonctionnement intermittent pour les relancer. Des fois, ça marchait. D'autres fois, il se défonçait les jointures en vain. Je me rappelle ses colères, le rose de ses joues, son torse bombé. C'est bien trop vrai. J'ai hérité de son agressivité quand les objets me chient dans les mains. Il y a aussi beaucoup de monde que je rêve de secouer en l'air. Mais la violence n'éveille pas les consciences, dirait maman, à son époque bouddhiste. Je l'entends presque me susurrer. Anitya, tout est éphémère, mon garçon. Ouais, tel le fourmillement des membres avant leur congélation. C'est mauvais signe, ces apparitions du passé. Je reste imprégné des images qui me viennent, un continuum de guides qui m'aide à persévérer, tandis que je pose machinalement un pied devant l'autre, maintenant la marche ininterrompue vers l'avant. Ma barbe est incrustée de glaçons qui rejoignent ceux de mon cache-cou en polaire. Les étoiles scintillent comme 1000 milliards de diamants coupants. Mon souffle, qui n'est plus qu'un sifflement, me fait mal. Malgré mes pleurs, je sens maintenant la morsure du froid gagner mes os. Je divague. Un arbre me parle. Je pique vers lui, un être de mon âge, pour flatter son écorce lisse. Toucher du bois. Mes bras sont raides comme des bâtons de ski. Je fais une prière tacite. Forêt, aide-moi. Je marche longtemps encore. Assez pour comprendre que la radio ne mentait pas et que la météo apocalyptique rend périlleuse toute tentative de survie à découvert. Je pense à Saint-Exupéry, écrasé en plein Sahara libyen, à ce que je n'ai pas compris du Petit Prince. Je songe aux coureurs des bois, égarés du temps de la colonie, à ce vieux pêcheur errant en mer d'Hemingway. Tous allés trop loin. Est-ce la morale de ces histoires, dont j'ai oublié la fin? Jeu d'esprit. À savoir si on se déshydrate plus vite dans le désert, brûlé de soleil en plein océan ou exposé au froid sur ce rang anonyme. Mon esprit roule sur la jante. Des routes qui ne débouchent sur rien aux banquises qui fondent.
jusqu'aux neiges des sommets qui ne sont plus éternelles, en passant par tous ces espaces sauvages devenus hostiles, même pour les espèces qui s'y étaient adaptées au fil de mutations millénaires. Je suis le plus mésadapté d'entre tous, mammifère sans fourrure véritable. J'avance longtemps encore, en me parlant, habité par les quêtes d'hommes éprouvés par le climat, toutes époques confondues. Progresser par un temps pareil relève de la pure folie. Mais on m'a entraîné pour ce genre d'épreuve. Je n'ose pas enlever mes gants, même pour constater la gravité de mes engelures. Faut atteindre le point de rendez-vous, et vite. Je pense à Marius et aux autres. Je me demande s'ils ont tous réussi à s'échapper. S'ils sont déjà aux États-Unis, si les faux passeports ont passé aux douanes, s'ils sont menottés au fond d'un char de police ou dans une cellule des services secrets. Si on les a laissés appeler notre avocate, ou croupir dans une autopatrouille des heures et des heures sans chauffage, tout droit bafoués, jusqu'à une salle d'interrogation dont ils ne sortiront peut-être jamais. Nous sommes autodidactes. Vandaliser des installations pétrolières, saboter de futures stations de pompage, forcer l'arrêt de trains charriant du pétrole lourd de l'Alberta, c'est devenu notre métier par la force des choses. Cette fois, urgence climatique oblige, il a fallu aller plus loin. Cette énième beluga échouée sur la rive de 3 pistoles nous a inspiré un coup de théâtre. Nous avons récupéré l'animal dans un linceul de toile bleue et l'avons transporté dans un garage, à l'abri des regards. Il fut décidé que, comme tous les bons petits écoliers, il irait faire une visite du Parlement. Ariel a-t-elle réussi notre pari d'étendre la baleine morte sur une mare de mélasse en plein centre de la place publique? Ou s'est-elle heurtée aux gardes de sécurité, alertée par les caméras? La tempête paralysante a-t-elle joué en sa faveur, toutes les forces de l'ordre étant mobilisées pour sécuriser les stations-service et aider les civils enlisés? Le parvis de notre pétro-État était-il désert à l'aurore, puis noir de monde et de médias à midi? Qui de mes frères et sœurs d'armes verra sa véritable identité percée et se retrouvera bientôt derrière les barreaux? Comment les médias traiteront-ils la nouvelle, s'ils la couvrent? L'opération Baleine Noire maintenant terminée, nos liens sont dissous. Et moi, il me faut faire mon bout de chemin sans réponse, tant que je n'aurai pas accès à un ordinateur crypté, en lieu sûr. Seulement si je parviens au point de rendez-vous. Soudain, mon esprit cesse brutalement d'errer. À mon horreur, le froid mordant fait place à une sensation de picotement diffus, puis de chaleur douce. Mauvais signe. Mes engelures gagnent la manche. Je ne sens plus mes doigts, mes mains, mes orteils, mes talons, mes oreilles, mon front, mon nez. Je force le pas. Comme un bison à bout de courage, m'accrochant à l'instinct de survie, tout en ruminant mes fautes. Et tout à coup, je me rappelle l'essentiel. Les bandelettes autochauffantes, la boisson énergisante, l'huile de CBD, le contenu de la trousse et le protocole pour le rationner. Sous le vent, je m'assois en boule et déchire les sachets un à un. Bientôt, mes mitaines seront cuisantes. J'avancerai boostée de guarana sans plus sentir la cristallisation de mes extrémités. Mes idées se placent. J'ai malgré tout franchi une bonne distance. La joie revient. Sous la voie lactée de mes 7 ans, je rêvais de fusées interstellaires. Couché sur le dos, les mains derrière la tête, je perdais la notion du temps, perché dans ma cachette dans les arbres. Je veux jouer encore un peu dehors, maman. Il n'y a même pas de mouches. Mon père m'avait construit cette cache. C'était à mes yeux l'ultime preuve de son amour. Elle était interdite aux adultes et aux filles. J'y ai lu tant de BD, joué aux pirates avec un trésor constitué de pépites de pyrite de fer. J'y ai caché toutes mes trouvailles. Mue de grillons, cailloux brillants, plumes de jet bleu, onces de potes, capotes.
Une once équivaut à 28 grammes environ. Plus tard, j'ai tapissé mes murs d'articles et de portraits de Julia Butterfly Hill, perchée comme moi, mais durant 738 jours pour sauver Luna, un séquoia millénaire des coupes forestières. C'est là où j'ai appris la honte d'être humain, coupable par association de la destruction de la vie sauvage. L'été de mes 12 ans, ma cour arrière, un boisé d'arbres matures, a été rasé à blanc. Désormais, de ma cache, j'avais vu sur une faille dans le décor une tranchée pour gazoduc. J'arrivais pas à m'y faire. « Mets-toi des œillères, mon petit homme », disait pas. J'y suis jamais parvenu. Après tout, s'il y avait une Julia Butterfly Hill en Californie, il y avait de l'espoir. J'ai trouvé des têtus comme moi, d'abord chez les scouts, puis à l'Expo Science, et enfin au cégep, en parcourant les babillards. On voulait se battre pour tous ceux qui nous conseillaient de détourner le regard de ce qui dérange, riant de nos idéaux, soi-disant incompatibles avec la sacro-sainte croissance économique. Nous étions convaincus qu'il suffisait d'une étincelle pour les réveiller. C'est plus dur que ça, finalement. Notre terre est en feu, mais ça leur importe moins que la fructification de leur pension. Les dérèglements climatiques engendrent des tempêtes monstres, comme cette vague de froid qui me scie les bras. L'écolo en moi me pousse à croire que je n'ai pas fini de servir la cause, que je dois continuer de marcher, qu'il faut que je m'en sorte, quitte à perdre quelques doigts. L'autre voix de ma conscience fait contrepoids, soufflant à mon oreille. « T'es pas fatigué de te battre, de te mettre tout le monde à dos, de porter tout ce poids sur tes épaules? On en a vu d'autres, hein, cowboy? On n'est pas fait en chocolat. » Bientôt il fera noir comme dans le cul d'un ours. La fatigue, telle une chape de plomb de plus en plus lourde sur mes épaules, je combats l'envie de me coucher par terre. Qu'il serait bon de me laisser aller dans la neige et le sommeil rien qu'un peu. J'allume mon GPS. C'est là ou c'est jamais. Pip, pip, pip. Mes coordonnées. Bingo. Le point de rendez-vous par là. La pile chargée à 97%. J'arrête de mourir. Je vais pouvoir me sortir vivant du bois. Déesse soit louée. Chapitre 2. Sacré le camp. Riopelle. L'aurore. J'y suis presque. Tous ces kilomètres franchis dans le noir, et cet espoir lumineux au loin. Marche vers le soleil, Riopelle, et tout ira. Je pique plus à l'est sur un sentier tapé par motoneige et orignaux. Pas un instant cette nuit je n'ai pensé aux bêtes, au risque qu'elles remontent ma trace. Les ours noirs sont au chaud, lovés les uns contre les autres. Les cougars ne courent plus les rues depuis des lunes. J'ai plus peur de la bêtise humaine que d'être pris en chasse. Comme Ariel, qui préfère les mammifères marins à ses pères humains, qui traînait 2 points américains dans ses poches pour se redonner du courage quand elle marchait seule à Seattle tard le soir, qui a choisi la double mastectomie préventive pour ne pas subir le même sort que sa mère, morte au lendemain de sa retraite. Mais même avec la tête rasée, même sans poitrine, sa force de guerrière irradiait, emplissait la pièce. Je la revois à bord du pick-up, il y a quelques jours, le beluga couché dans la remorque. Elle était la reine de notre jeu d'échecs, et elle avait foncé avec la détermination de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Je ferme les yeux un instant, imaginant mon char, très loin là-bas, blanc sur blanc. Flash foudroyant, frôlant la prémonition. Mon imminente arrestation, mes doigts qu'on appuie dans l'encre noire, mon identité à jamais fichée, quand ils compareront mes empreintes à celles trouvées dans l'auto abandonnée le jour du déraillement. Je prie pour que la tempête avale le char. Mère Nature, efface mes traces. Je gobe encore quelques gouttes de CBD,
m'accordant une pause GPS pour me recentrer. Soulagement quasi instantané. Je souris, apaisé par les couleurs, le violet des nuages, les rayons qui caressent l'horizon hérissé de conifères. Je lève les yeux au ciel. Je suis toujours libre comme l'air. Je n'entends même plus d'hélicoptère. J'en souhaite autant à mes amis, où qu'ils soient. Je n'en saurai rien. J'avance tête baissée, la mort dans l'âme. Un mort. Le pire de tous les scénarios auxquels nous nous étions préparés. Le conducteur de locomotive n'a pas dû voir, non, les pancartes d'arrêt-stop fixées des kilomètres plus avant, doit avoir foncé de plein fouet sur les troncs d'arbres entravant les rails. Nous avions pourtant calculé et recalculé la vitesse du train et son délai de freinage pour que les cargos de bitume aient le temps de s'immobiliser avant d'atteindre Saint-Pascal. Pourquoi? Mais pourquoi le chauffeur n'a pas freiné? À la radio, pas question d'autres victimes ni de déversement de pétrole lourd. Ce n'est donc pas le pire du pire. Mais un innocent a perdu la vie par notre faute. Par ma faute. Les médias et le politique récupéreront la nouvelle, nous démoniseront. Ils auront enfin de quoi semer la terreur. Et matière à entacher toute l'opération Baleine Noire. Et moi, simple pion, je serai à jamais complice et responsable de la mort d'un homme. J'essaie de me souvenir des paroles de Marius, de la mission, de nos commandements, des risques inhérents à chaque opération d'envergure. Ces mots comme des bouées, sa voix de bateau fort. Mais le maudit petit démon sur mon épaule me chuchote méchamment. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Je le chasse en même temps que les branches qui me griffent au passage. Mieux vaut focaliser mon attention sur les paroles de mon mentor, sur les derniers kilomètres à franchir, repérer les drapeaux noués aux arbres. Un tissu social, disait Marius. Quand vous vous sentez au bord du gouffre, rappelez-vous qu'il suffit d'un appel pour rameuter des gens qui sont prêts à tout pour vous aider. Pour eux et elles, vous êtes des héros. Même maintenant, considérant les derniers événements, j'imagine tous ces liens comme les câbles d'un grand filet, et moi, avançant tel un funambule en sécurité au-dessus du grand vide. Il faut avoir confiance en leur bienveillance, en leur total dévouement. Ces gens, au sacrifice de leur vie de citoyens irréprochables, nous offriront, s'il le faut, un lift, des vivres, un véhicule accidenté remonté en douce, des cartes d'appel prépayées, les clés de maison vides, un lit chaud, de l'amour libre, des vêtements propres. Un foutu bon tissu social. J'extirpe ma boussole de ma poche intérieure. Plein sud à cette heure. J'ai du frima aux cils. Je m'enfonce creux malgré les raquettes, mais le moral va mieux. Je rallume mon GPS et insère une carte SIM neuve dans le BlackBerry. Bip, bip, bip. Bien. Les piles coopèrent. Je tire de ma mémoire des séries de 7 chiffres, envoie un premier texto codé à mes contacts mémorisés. La ligne du Maine est droit devant. Plus qu'à 1 kilomètre. Un sympathisant près de son téléphone viendra me rejoindre de l'autre bord sans tarder. Le char plein d'essence et de couverture. J'ai confiance. Le Maine. Je l'ai visité, enfant, avec mes parents. J'ai des photos dans une boîte à chaussures et des souvenirs de sable dans mes oreilles, de pare-soleil jaune, rouge, bleu, de visages hâlés. Ma mère si jeune dans son tricot corail, l'afro de mon père dansant en l'air à chaque foulée lors de son jogging matinal. Toutes ces plages plongées dans le sépia et le beige. Le Maine que je m'apprête à découvrir à froid me semble bien différent de l'image que j'en garde. Je progresse sous une forêt mixte, enneigée. Les vallons galopants font place aux pentes douces des Appalaches. Depuis les dernières gouttes de CBD, je ne sens plus le froid. Je me laisse émerveiller par le paysage.
Je n'ai plus l'impression de courir comme un lièvre. J'avance, vigilant. Je mange de la neige, laisse le soleil me brûler les lèvres, cède à une envie folle d'uriner. Pas évident de se déshabiller avec les doigts pris en serre d'aigle. En pissant mon trou dans la croûte polaire, une odeur féline me monte au nez. Me reviennent les instants de pur bonheur passés dans la cabane de l'ermite, comme arrachés à la réalité. Si je me tire vivant d'ici, si un jour je reviens dans ces bois, j'ose espérer qu'on se reverra. Chapitre 3. Passer les lignes. Riopelle. Je sais maintenant que je suis de l'autre bord. Quand j'ai vu la lisière sans arbre, cette voie libre de 30 pieds parfaitement droite, j'ai su. Au cas où il y aurait des caméras dissimulées ou une quelconque surveillance aérienne, j'ai rabattu ma tuque par-dessus mes sourcils, remonté mon cache-cou jusqu'à mes yeux et foncé comme le dernier des chevaux sauvages. Mon cœur voulait me surgir du torse. Une fois de l'autre côté de la frontière canado-américaine, au lieu de lâcher un cri, je m'accroupis sur mes gardes. Et si des chiens pisteurs étaient déjà à mes trousses? Mais non, Rio, ce serait plutôt des drones. Je me risque quand même à ressortir mes appareils. Les écrans se fixent. Pip, pip. Le GPS me renvoie enfin mes coordonnées. Vaut mieux profiter du réseau pour informer sans tarder mes contacts de mon emplacement exact. Je remplace ma carte SIM par une nouvelle, rallume le cellulaire en priant pour que la batterie ait tenu le coup. Déesse soit louée. J'envoie un signal à mes contacts. Puis je retire la carte, que je jetterai dans une poubelle tantôt. Difficile de détruire les traces numériques sans produire de déchets, malheureusement. En petit bonhomme, je guette un temps, entre les arbres, les brèches dans le chemin, cherchant par où passer pour approcher la route sans attirer l'attention. La carte à l'écran du GPS m'indique la présence d'un ruisseau non loin. Je décide de longer la route. J'en crois pas mes yeux. Il y a là un écriteau, le tout premier que je croise, en sol américain. En français. Pont du ruisseau à l'eau claire. Suis-je vraiment aux États-Unis? Est-ce que ça peut être le ruisseau Dead Brook que montre mon GPS? La pile faiblit à vue d'œil. C'est sensible au froid, ces bébites-là. Vite. Décide-toi. Par là, j'aboucherai sur une route. Irving Road, qui serpente sur des kilomètres et des kilomètres vers rien. Je le sens pas. Ou par ici, je pourrais reprendre le bois et longer la voie déneigée. En même temps, faut pas trop que je m'éloigne. Mon lift est censé être en route. Censé... Non. Confiance. J'opte pour le bord de route et me cache derrière un tronc. Accès de frisson. J'engloutis la moitié de mes raisins secs et cacahuètes salées en répétant mon mantra. J'ai froid, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. En boucle, pendant d'éternelles minutes. Char en vue. Freinant doucement, la musique dans le tapis, une familiale flanquée de panneaux de bois arrive en klaxonnant 3 coups secs, puis 3 encore. Pout, 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 pout. On dirait le refrain de Vive le vent, vive le vent. Puis j'aperçois la conductrice, qui baisse la vitre pour me faire un signe de peace. Je me précipite vers la route, oubliant que j'ai des raquettes aux pieds. Je déboule la pente, les mains accrochées à mon sac à dos, perdant presque mes babiches, jusqu'à plonger le plus gauchement du monde à l'intérieur du véhicule. Là, je me laisse aller. Chaleur utérine. Soulagement immense. J'ai envie de pleurer. Hello, mountaineer. Hi. Thanks for coming so fast. J'avais tellement froid. L'Américaine venue à mon secours porte des verres fumés surdimensionnés. Elle me sourit de ses lèvres généreuses, peintes en rouge. Sa dentition est presque parfaite, à l'exception de la canine de droite,
cassé en deux. OK, on dégage. Moi, c'est Catwoman, en passant. Et c'est vrai qu'elle a quelque chose de la femme chat dans Batman. D'abord son imperméable noir laqué, tout capitonné de pics chromés. Puis son capuchon en pluche léopard avec oreilles de chat. Et surtout, son sex appeal très assumé. J'abandonne tout mon passé derrière et fais peau neuve. Jamais trop de précautions. Enchantée, Catwoman. Just call me Cat. Toi, t'es qui? Robin. Robin, of course. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Plaisir. Est-ce que c'est la chaleur de l'habitacle qui m'étourdit et me donne un flash de la bonne Samaritaine, encabanée loin derrière, sa courte pointe, sa peau de pêche, ses cheveux fous sur l'oreiller? Catwoman enfonce la pédale, file les kilomètres jusqu'à la pancarte d'accueil d'un tout petit village, dont la calligraphie dorée est couronnée d'un orignal au pied d'une chaîne de montagnes. Welcome to Allagash. Chapitre 4. Eco-Warrior. Robin. Je me réveille quand Catwoman bifurque sur un chemin privé qui débouche sur un imposant bâtiment d'accueil en bois rond. Elle me fait sursauter en enfonçant le klaxon, reproduisant le même code sonore que plus tôt. Quelqu'un à l'intérieur éteint puis rallume les lanternes de part et d'autre de la porte d'entrée. « All clear », me chuchote-t-elle. La voie est libre. Pas d'embrouillage jusqu'ici. Je n'y crois presque pas. Je suis à Agalash, Maine, aux portes d'une pourvoirie. J'étudie les lieux à travers le pare-brise givré. Dans un banc de neige, à droite, sont jouquées plusieurs paires de raquettes et de skis de fond. Je remarque à l'orée du bois un panneau indiquant les longueurs, en milles, des sentiers qui sillonnent le domaine. On se croirait devant un véritable gîte touristique. 3 bouleaux blancs centenaires traversent la galerie et la toiture. J'aime aussitôt cette construction, où les arbres font office de piliers, ce lieu reculé, tout de bois massif, datant du temps où il y avait encore des feuillus et des conifères géants partout. J'allais sortir. Kat m'attrape le bras. D'accord, je dois rester encore un peu à bord. Il y a des choses qu'elle doit me dire, dont certaines règles de base à respecter une fois qu'on sera rendu à l'intérieur. Mais je les connais déjà, ces étapes du renoncement à l'identité. Ces règles me font l'étrange effet d'un déjà-vu. Ne jamais révéler son vrai nom, ni de renseignements personnels sur son passé, sa famille et ses anciennes relations. C'est beau. Riopelle de Kakuna s'est rasé et réincarné en Robin des Bois. J'avais triché à ce niveau-là avec Ariel, qui aimait jouer dangereusement. À vrai dire, on brûlait tous de connaître l'élément déclencheur qui nous avait poussé chacun et chacune à devenir des hors-la-loi. En cas d'arrestation, taire toute information qui pourrait servir à faire chanter d'autres détenus. Évidemment, le silence est d'or. Un droit. Ne pas croire les promesses de remise en liberté des forces de l'ordre. Je fouille ma mémoire, sonde pour voir si je me rappelle encore les numéros des avocats qui couvrent nos arrières. Oui. Disparaître des réseaux sociaux. Depuis 1000 ans déjà. Aucun selfie, cellulaire, ni courriel personnel. Ça me fait justement penser aux cartes SIM que je dois faire disparaître immédiatement. Je sors de ma poche intérieure un restant de joint. Demande des yeux à Kat, qui m'épie si j'ai le temps, si c'est OK. Pour toute réponse, elle me tend du feu. J'en profite pour faire disparaître les traces de mes appels au fond du cendrier. Note à moi-même de le vider dans un feu de joie dehors, aussitôt que possible. J'ausculte les écorces des arbres alentours, tandis que Kat me parle des mesures de sécurité en place à la pourvoirie. Je me prête au jeu, la laissant guider la conversation. Pour tout dire, ça fait déjà plusieurs années que je vis ici, en homme invisible, mes pièces d'identité m'attendant en sécurité dans un coffre-fort dont je ne connais pas l'emplacement.
Marius n'est pas le seul à en avoir la combinaison. S'il lui arrive quelque chose, notre avocate, maître Victoria Shields, elle a, elle, le nom de défendresse, en plus du chien et du flair, nous sortira du pétrin. C'est elle qui coordonne notre comité juridique. Sans se réjouir de notre infortune, les juristes se préparent pour nos procès. Marius m'a raconté qu'ils ont hâte de plaider la défense de nécessité, laquelle n'a jamais encore été accueillie favorablement dans une cause écologiste au Canada. Il s'agit essentiellement de faire reconnaître que l'urgence climatique et l'inaction des gouvernements poussent les uns à la désobéissance civile et d'autres à poser des actes criminels. Maître Shields devra alors démontrer que, dans cette situation d'extrême nécessité, les accusés auront, certes, dérogé à la loi et violé certaines règles, mais seulement afin d'éviter un mal bien plus grand à la planète et à la société. Nous comptons sur la couverture médiatique des procès pour diffuser largement notre message. Il est fondamental que l'opinion publique soit de notre côté, afin de réussir à sensibiliser et à rassembler une masse critique de citoyens autour d'un projet collectif. Assoiffer le capitalisme en réduisant notre consommation au maximum et en occupant le territoire convoité par les pétrolières et les forestières. Le but? Que les gens comprennent la nécessité de militer, de sorte que le politique entende enfin la science et l'urgence de changer le cap de notre Titanic. Hop, je me tire du véhicule, manquant de tomber tant mes jambes sont fatiguées. Je cogne mes bottes l'une contre l'autre pour déloger les amas de neige. Le manteau en cuir de Kat gêne au moindre de ses mouvements. Nos crampons crissent sous notre poids. Le froid est mordant, même une fois à l'abri du vent sur la véranda. Je passe instinctivement la main pour lisser ma barbe et me bute à un menton piquant. C'est bien vrai. Je suis Robin maintenant, le Canadien errant. Je dois peaufiner mon personnage et soigner mes engelures au plus sacrant. J'aime l'entre-deux des missions. L'anonymat, les règles claires, les limites à ne pas franchir, ces codes qui nous protègent les uns des autres, faisant de nous les maillons solides d'une chaîne humaine à toute épreuve. J'écrase mon mégot. Quelqu'un débarre la porte de l'intérieur. Catwoman et moi franchissons le seuil du bâtiment d'accueil. Je jette un dernier regard sur le stationnement. La pourvoirie semble équipée jusqu'aux dents. Véhicules tout-terrain, outils pendus aux murs extérieurs, canaux juchés sur des réserves astronomiques de bois, cordés ici et là du sol jusqu'au toit, et même tout le long de la véranda. Le hall d'entrée est propre. Des coussins à carreaux rouges et noirs ornent les coins du grand canapé en cuir usé, face au manteau de cheminée en pierre des champs, flanqué d'une tablette équarrie à la hache mettant en valeur une collection de canards en bois. Je reconnais les formes et les couleurs du huard, d'un colvert mâle. Les autres, je ne sais pas. Le lustre au centre de la pièce est typique des gîtes de style habitant. Fausse chandelle avec coulisses de cire, ampoule ovoïde, ossature de bois. Au mur, des martyrs. Une collection de têtes de chevreuil, de panaches d'orignaux et de photographies de prises spectaculaires encadrées. J'éprouve toujours un malaise face à ces trophées. En vigie sur ma droite, un lynx empaillé aux yeux de verre, debout sur ses pattes arrière, semble sur le point de bondir sur celui qui oserait s'aventurer à sa portée. Tandis que nous délaçons nos bottes, Kat me chuchote que personne ne s'assoit vraiment dans ce salon, qu'en fait il sert uniquement à accueillir les visiteurs inattendus et à détourner leur attention. Comme ces boudoirs soignés où on nous interdisait, petits garnements, de poser notre derrière, de toucher à quoi que ce soit. Des cliquetis de clavier captent mon attention. Au bureau d'accueil, une femme au chignon retenu par un crayon à mine étudie plusieurs écrans, ses yeux passant de l'un à l'autre, épiant les mouvements de tout un chacun. Les lieux sont surveillés par plusieurs caméras, donc. Elles doivent être bien cachées,
Je n'en ai repéré aucune depuis mon arrivée. Kat, qui devine ce que je cherche des yeux, me pointe les écrans, puis, se plaçant derrière moi, souffle à mon oreille en m'indiquant du doigt où sont dissimulées les caméras. Une dans l'œil vitré du buste d'Orignal au-dessus de l'arche, une autre dans l'œil gauche du lynx près du couloir, et ainsi de suite. « We're watching you », m'avertit-elle en plaisantant à moitié. « Good. Vous surveillez nos arrières. » Clin d'œil aux dames qui couvrent mes arrières. La femme sans âge, au chignon gréchu, me sourit de ses yeux ambrés. Je me sens en sécurité. Eagle. La surveillante des lieux a bien choisi son pseudonyme. Elle a effectivement un regard d'aigle, un nez aquilin, et son échevelure ressemble drôlement à un nid d'effet. Manifestement diligente, Eagle fait peu de cas de notre rencontre et regagne son balayage des écrans en nous pointant du pouce le couloir gardé par le lynx empaillé. Une rumeur joyeuse émane de la pièce du fond. « They're waiting for you. » Ils nous attendent. Mais qui? Elle appuie sur le bouton de l'interphone et avertit la maisonnée. « Eagle at front desk. Catwoman et son invité sont en route. » Les voix se taisent. Bruit de rangement prompt de papier. Chaise grinçant contre le plancher. Vague de chuchotement, sitôt la porte entrebâillée. Fuse jusqu'à mes oreilles quelques rires contenus. Catwoman me pousse légèrement vers l'avant pour que j'entre dans la pièce, puis referme la porte derrière nous. Ils sont 4, assis à une table ovale, les yeux bandés de cravates colorées. Les visages aveugles se tournent tous vers moi. J'ai froid dans le dos. Ils me voient sans me voir. Attendent en silence. Mais quoi? Un discours? Un mot de passe? Mes yeux parcourent les murs tapissés de cartes et d'images. On dirait une classe de géographie ou de foresterie. Les vitres côté stationnement sont recouvertes d'une membrane plastique qui laisse pénétrer une lumière mielleuse. On ne discerne des arbres dehors que leur jeu d'ombre, leur masse sombre. Tout au fond, une ardoise noire, où les gestes circulaires pour effacer la craie ont formé des nuages. Au centre, fraîchement noté, cette citation que je connais. Ce qui amène le triomphe des révolutions, c'est moins peut-être l'habileté des meneurs que les fautes, la maladresse ou les crimes des gouvernements. Horace Polius Sanon. C'est là que les pièces du casse-tête se sont emboîtées. Le fait que ce soit écrit en français, la forme des lettres, cette calligraphie familière, plus de doute possible. L'homme tout au bout de la table, ce barbu aux yeux masqués par une cravate écarlate. Je reconnais son sourire. Une bouille pareille ne s'oublie pas. Le poids-vaisselle de sa chevelure, le sourcil traversé par la cicatrice d'un ancien piercing, mais surtout le tatouage délavé à son front, presque invisible, un code barre. Ça ne peut être que lui. Abasourdi, je sens mon fardeau tomber d'un coup. J'ai retrouvé mon plus grand allié. Marius se lève et les visages anonymes pivotent vers sa voix. « Bienvenue parmi nous, vieille branche. T'as réussi ta mission. Mais, comme tu dois le savoir, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. » Pourquoi ont-ils les yeux bandés? Je tourne ma langue, recule d'un pas. De toutes mes initiations, aucun groupe ne m'a accueilli avec ce genre de cérémonie auparavant. On n'avait pas été escorté de la sorte au temps de l'opération Baleine Noire. C'est tant mieux si, de mission en mission, les ratés inspirent à Marius des stratégies plus peaufinées. À la volée, j'étudie les feuilles épinglées au mur. Je reconnais certains visages sur les coupures de journaux qui me rappellent des missions précédentes. Les grandes luttes anticapitalistes de notre ère,
les figures de proue des mouvements de justice sociale et climatique, des organigrammes liant des lobbyistes aux élus, des présidents aux chambres de commerce, des chaires d'université aux pharmacos. Autant de stratégies d'abus de pouvoir souillant l'environnement, asservissant les gens. Je ne peux m'empêcher de sourire en lisant sur un carton blanc au mur. Le public préfère les opprimés aux autorités. Brandissez vos faiblesses, elles vous protégeront. Lorsque les autorités auront recours à la violence, elles briseront le lien de confiance entre les citoyens et son gouvernement. J'ai abouti dans un nouveau camp d'entraînement, donc. Une planque, à condition de prendre part à une prochaine mission, assurément. Je serre les poings et les dents de joie. Mes mains douloureuses reprennent du mieux. Il me revient en tête que, grâce à l'ermite et à son matériel de survie, je n'ai perdu ni orteil, ni doigt, et que je lui dois plus qu'un simple signe de vie. Je trouverai bien comment la remercier à la hauteur du risque qu'elle a couru en m'offrant son toit. Les 3 âmes aux yeux bandés patientent, sagement assises à leur place. Comme s'ils pouvaient voir à travers son bandeau, devinant mon emplacement exact dans la pièce, Marius s'adresse de nouveau à moi. Les yeux bandés, c'est pour que les collègues ici ne puissent pas t'identifier si tu décidais de ne pas rester parmi nous. Dans ta chambre, tu trouveras un document à lire et à détruire. Prends la nuit s'il le faut, pour y réfléchir. Kat ouvre grand la porte, puis tourne les talons. Je la suis sans plus tarder jusqu'au fond du couloir qui débouche sur une pièce exiguë. Une chambre très blanche à la fenêtre légèrement entr'ouverte pour que s'en échappe l'odeur poignante de peinture fraîche. Le plancher, les surfaces sont nettes à s'y mirer. Pas de toile d'araignée ni de poussière ici. Dans ce décor minimaliste, les quelques objets utilitaires sont des touches de couleur bienvenues. Sur la table, on a placé bien en vue une pile de feuilles vierges aux fines lignes bleues, un bol de punaises multicolores ainsi qu'une tasse contenant des stylos et une paire de ciseaux. Tout le nécessaire pour faire le tour d'une question. Je remarque, malgré la récente couche de peinture, que le gypse est criblé de centaines de minuscules trous. Il n'y a pas si longtemps, il devait y avoir toute une enquête épinglée au mur. Je cherche des yeux le document censé me faire réfléchir toute la nuit. Là, sur le sac de couchage déroulé sur mon matelas, repose effectivement une pochette. Assis en tailleur sur le lit, je m'apprête à l'ouvrir quand j'entends soudainement quelqu'un verrouiller la porte derrière moi. Je pense à Eagle, qui a des yeux sur tous les accès du bâtiment et sûrement même sur le corridor menant à ma chambre. Je souris. Je suis un prisonnier consentant. J'adore l'idée que, derrière ces murs, m'attende le regard omniscient d'Eagle perché sur les écrans, l'exubérante Catwoman et sa canine brisée, Marius et les 3 autres recrues en pleine formation. Et moi, en garde à vue, je prends mon temps, reprends mon souffle. Avant de succomber à la fatigue, j'examine mes quartiers. Dans la salle d'eau attenante, près de l'évier, on a posé une brosse à dents neuve et un savon encore enveloppé dans son papier ciré. Je caresse du bout des doigts les mailles de la baignoire, les robinets rutilants, et fais couler de l'eau brûlante jusqu'à ce que toute la chambre soit embrumée. Le temps qu'ils se remplissent, je m'allonge sur le lit, les mains derrière la tête. L'oreiller dûment battu, je réalise que je suis bien trop épuisé pour lire. Je vois flou. Mes yeux tombent sur la seule surface de la pièce qui n'a pas été rafraîchie avant mon arrivée. Le plafond. Le dernier chambreur y a laissé sa marque à l'aide d'un pochoir et de peinture couleur rouge révolution. Eco Warrior. Chapitre 5. Le dilemme. Robin.
J'ai dormi comme une souche. Les premières lueurs ont cette même teinte saumonée, traversée de nuages cotonneux et de faisceaux dorés, que l'autre petit matin chez Anouk. Je retourne doucement en pensée dans le lit de l'ermite providentielle. Elle guide mes mains, les glisse sous son chandail vers ses seins chauds, ses mamelons dressés. Mon sang bout. Allongée sur des couvertures de laine, Anouk aux prunelles de braise me dicte d'abandonner contre elle tout mon poids. « Écrase-moi. » Je suis comme ensorcelée. Me dépose lentement sur elle, de peur de broyer la fille maigre. Les os saillants de son bassin me blessent. Ses ongles me labourent le dos. Depuis combien de temps survit-elle seule ici? Je caresse ses cheveux de feu. Tout ce que tu veux, ma belle. Tout ce que tu veux. Laisse-moi deviner. Je l'embrasse du bout des lèvres, risquant ma langue, bavant d'envie de tout goûter, effleurant le duvet excité de son bas-ventre jusqu'à la chair de poule de ses cuisses ouvertes en diamant. Sous les flammes orangées du poêle, je m'en souviendrai longtemps, tu avais chuchoté « Encore, encore, encore », à m'en rendre fou. Je reste là avec elle, de délicieuses minutes à rendormir mon érection. Tout ce qui dépasse de la couverture frissonne. Encore ce froid de canard. J'aimerais savoir si Anouk tient toujours le coup. Elle m'avait fait part de son choix douloureux. Braver les derniers mois d'hiver à la cabane, ses énergies vitales à terre, ou rejoindre son père, dans son bunker en ville, celui qu'il avait fait bâtir sous sa galerie. Ces deux lieux austères se ressemblaient curieusement. Et je comprenais très bien son dilemme. Nous vivons dans la marge pour des raisons similaires au fond. Anouk a fui la vie robotisée, son bureau qui donnait sur une fenêtre sans ciel, la solitude oppressante malgré la foule omniprésente. Ouais, je comprends ça. La cabane était le point de bascule dans sa quête de sens. J'espère qu'elle continuera de fendre son bois jusqu'au printemps, qu'elle n'abandonnera pas son choix de vivre et créer dans la forêt. Anouk a la couenne dure, la trempe d'une activiste. Elle pourrait très bien réussir. Je revisite à vol d'oiseau ma propre cache dans les arbres, chez mes parents. Mon enfance, avant les mauvais coups. Me redemande pour la 1000e fois si j'aurais pu me contenter d'une vie normale, rangée, d'un bungalow dans le quartier où j'ai grandi. Sans explosifs, graffiti de ruelles, pochoirs rebelles, masques de clowns tristes, slogans scandés aux manifs. Me demande aussi si ça se peut d'avoir les deux. Mais non, je pense pas. L'activisme vampirise. Il prend toute la place, car il fait sens. Et puis, les secrets supposent une certaine aliénation. Je pourrais reprendre ma vie d'avant, celle où j'avais le temps de peindre toute la nuit, de rejoindre les amis autour d'un verre et de bruncher le dimanche avec mon père et ma mère. Mais le fossé s'est trop creusé. Il me semble insensé et carrément égoïste de baisser les bras maintenant. Marius m'a fait la promesse solennelle dès nos débuts que je pourrais redevenir l'homme d'avant, si c'est ce que je veux vraiment. Mais plus rien n'est comme avant. Et quel serait le sens de ma vie, sans la gratification immense de déjouer les pollueurs, sans les précieux moments passés dans des forêts anciennes et intactes grâce à nos efforts? Ouais, ça vaut le coup d'être toujours sur le qui-vive, d'exister à la dérobée. Petit à petit, les murs blancs de ma cellule absorbent les pigments de lumière. Je saute sur mes pattes et enfile au hasard des vêtements trouvés dans la commode, puis vérifie que la fenêtre est bien fermée. Devant moi, sur la grande table, j'ai juxtaposé les pages du document rédigé par Marius.
Sur celle de gauche figure l'option A, sur celle de droite, l'option B. 2 missions auxquelles je pourrais me joindre. À moi de faire ce choix monumental entre le nord de la Colombie-Britannique, auprès de Premières Nations, et le sud du Québec, dans une forêt que je connais bien. Dans les 2 cas, une forêt d'épinettes à perte de vue qui risque d'être rasée nette en prévision du passage d'un oléoduc. Dans un cas comme dans l'autre, un combat de David contre Goliath. Mais je ne peux prendre part qu'à une mission. Laquelle est la mienne? Chapitre 6. Les recrues. Robin. Indécis, je reste erré dans ma chambre, en suspens entre 2 missions tout aussi préoccupantes d'un océan à l'autre. Là-bas, le privilège d'être invité en terre ancestrale non cédée, auprès de Premières Nations déjà bien mobilisées. Ici, la perspective de marcher en forêt connue, d'œuvrer avec mon mentor et de, peut-être, trouver à réparer mes torts. L'inconnu ou les sentiers battus. De l'autre bord du mur, j'entends les Eco-Warriors déjeuner, le tintement des couverts sur la porcelaine, la voix feutrée de Patrick Watson, ses accords de piano qui ont pouvoir de fendre les armures, les carapaces. C'est vrai, Pat. Les things, elles look down, je sais. L'apathie des gouvernements qui se succèdent de leurs promesses creuses, les feux de forêt qui tuent des milliards d'animaux, toute la souffrance de terre-mère, et nous, si petits, qui en essayant de bouger des montagnes avons tué le chauffeur de la locomotive. Mais je suis tes sages paroles, Pat. Je me laisserai pas tomber. J'ai pas le droit de m'écrouler. Éclat de rire, voix de Kat, de Marius et d'Eagle, celle des autres que je ne connais pas, leur camaraderie manifeste. J'ai soudainement envie de les rejoindre. Mais le cri d'un train au loin me foudroie. Je me rassois sur le lit, sans appétit. Nous avions assemblé une structure visible où brillerait un signal lumineux. Avions érigé un second avertissement pour que le train puisse freiner à temps. Des kilomètres en amont, nous avions terminé de fixer les pancartes d'arrêt-stop en hauteur. Nous étions certains d'avoir pensé à tout, que ça irait. Et puis non. La mission au Kamouraska comporte un net avantage. Je ne fuirai pas mes responsabilités. Sur place, je pourrais faire pression sur Marius et le convaincre de remettre aux proches du défunt beaucoup de fleurs et de blé. Assez pour qu'ils puissent vivre leur deuil sans stress financier. Assez pour couvrir les obsèques et tout ce dont ils ont besoin. Il faut que je répare le mal que j'ai causé. Et tandis que je me dis qu'en cas de refus, au pire, je braquerai seul un commerce polluant pour remettre la cagnotte et m'excuser en personne, quitte à finir derrière les barreaux, on cogne doucement à ma porte. Morning, Robin. Tu choisis quoi, Sweetie Pie? A ou B? C'est la voix de ma chaperonne au manteau de cuir. L'idée de vivre un temps parmi les Eco-Warriors du Maine me semble la plus judicieuse. J'ai des croûtes à manger pour rattraper leur formation visiblement entamée. J'ai cette chambre cellule propre, de grands murs babillards et des punaises pour les fins puis les fous, histoire de planter à qui mieux des solutions partout. Ici, j'aurai le temps de me préparer convenablement. Ensuite, je retournerai au Kamouraska. Et une fois là-bas, je ferai ce que j'aime le plus au monde. Monter un campement à partir de rien, sculpter autour des beautés fragiles du territoire. Et je reverrai peut-être la femme renarde. Robin, t'es debout? B. Wonderful! Allons-y, le cours va commencer.
Catwoman débarre la porte et me tend une pile d'effets. Quelques bouquins, un cahier à spirale, une poignée de crayons retenus par un élastique, une pomme et un muffin. En marchant derrière elle tout le long du couloir jusqu'à la salle de classe, je feuillette le premier livre de ma pile. Un guide dont la couverture arbore un motif camouflage. Guérilla kit, ruse et technique des nouvelles luttes anticapitalistes. Un signet marque une page entièrement surlignée en vert qui relate l'histoire d'activistes perchés dans les arbres, leur tissage humain dans les airs, comme un conte où les corneilles font la sourde oreille aux renards, beaux parleurs. Je suis Kat jusqu'au local de classe, l'imaginaire déjà truffé d'images d'habitations temporaires et de formes féeriques reliées par des cordes d'escalade et de hamacs multicolores, songeant à des techniques d'ancrage qui éviteraient toute blessure au tronc et aux branches, aux discussions qui nous garderaient éveillés et aux liens de famille qui se tissent inévitablement entre les joyeux lurons qui campent à la belle étoile. Dans l'entrebâillement de la porte, j'aperçois Marius, craie à la main. Le dos de sa veste en jean arbore un écusson représentant un immense pain blanc. « Riopelle, sais-tu que t'es un oiseau rare? » Il dépose la craie dans la poche de sa veste et m'ouvre les bras. « Hey, je m'appelle Robin maintenant. »« Ah oui, Kat m'a dit ça. Bonne idée. Viens là. » Mon vieil ami qui m'a enseigné tout ce que je sais des stratégies écologistes et des joies d'une vocation partagée me serre fort contre lui. C'est dans l'étau de ses bras que je baisse les armes et fond enfin en larmes. Les recrues reviennent de déjeuner, s'installent à leur table d'études, gardiennes d'un silence monastique. Comme s'il n'y avait personne d'autre que Marius et moi dans la pièce, comme si le trop-plein que je contenais pouvait être déversé sans conséquence, je pleure ma peur, ma culpabilité, la mort du chauffeur dont je ne connais même pas le nom. On va trouver, mon chum. On va trouver une manière de réparer. Je te le promets. J'essuie mes émotions avec ma manche. Mais pour l'instant, c'est de toi qu'on va prendre soin, OK? Et on va faire de notre mieux. Hein, gang? Parce qu'on est une fratrie avant tout, ici. Les recrues se lèvent doucement et nous enlacent. Rien de plus apaisant, émouvant qu'un long câlin de groupe. Le temps de l'opération Bivouac, ces femmes deviendront mes sœurs, ces hommes mes frères, soudés tels les mycorhizes des forêts millénaires. Chapitre 7. La tordeuse. Robin. Marius est debout à l'avant de la classe. Dans ses fringues d'anarchiste, ses docks, tellement usés que le cuir révèle les capes d'acier, malgré les poils d'argent qui émergent du col de son T-shirt, de ses narines et de ses oreilles, il paraît jeune et nous charme tel un prof d'université qui porte bien ses 50 chandelles. Le local est divisé en 2 zones. D'un côté, des tables de cuisine dépareillées se joignent bout à bout, surplombées de plusieurs lampes de lecture aux ampoules éclairant des piles de documents, bien enlignés. 5 chaises nous attendent. Vis-à-vis de chaque place, on peut lire sur les étiquettes des cartables vert forêt Cat, Flash, Monkey, Eagle, Robin. Ma nouvelle famille. Je pense à Woods, Beaver et Ariel, dont je suis sans nouvelles depuis le jour du déraillement. Je savais qu'ensuite on ne se reverrait plus, que ça ne serait pas prudent. Mais comment fait-on pour oublier ces colocs de la dernière année? Les fous rires, l'intimité. Marius s'empare de mes feuilles. Il se dirige vers la déchiqueteuse jouquée sur un bac à recyclage. Les options A et B en sont recrachées sous forme de spaghettini de papier, qui finiront sûrement ce soir dans le feu. Puis il se tourne vers nous.
Bon matin tout le monde. Asseyez-vous. Commençons. Avant d'ouvrir vos cartables, nous allons faire un tour de table. Dites-nous votre pseudo, vos spécialités et le rôle que vous aimeriez jouer dans l'opération Bivouac. Raclement de gorge. Toujours ce malaise avant que quelqu'un n'ose briser la glace. Bon, déjà, je suis Marius, pour vous servir. Je serai votre agent de liaison avec les autres groupes militants, dont vous ne devez rien savoir a priori. Dans l'organigramme, nous sommes des pions sur le terrain. Mon rôle à moi est de coordonner la mission et de vous former pour que vous maîtrisiez tous les éléments du plan d'intervention. Je resterai en coulisses jusqu'à ce que tout soit terminé, y compris vos procès et vos libérations s'il y a lieu. Ensuite, je disparaîtrai de la carte, changerai de nom, et vous ne me reverrez qu'aux nouvelles si les choses tournent mal pour moi. Notre mentor s'assoit sur une chaise, le dossier devant lui. À vous maintenant. I'm Catwoman, Master of Disguise and Animal Rescue Rascal. Pratique ton français, Cat. Sorry, prof. OK. Cat pour les intimes. Mon rêve? Sauver tous les animaux en captivité. J'aime aussi la couture, les costumes. Je peux réparer des toiles, tentes, hamacs, faire des bannières immenses avec des slogans. C'est aussi moi la coiffeuse du groupe. Je peux vous faire un magnifique makeover pour que personne ne vous reconnaisse. Pas même your mommy and daddy. Dans l'opération Bivouac, je vais être votre Catwoman, femme-chat. Je peux amadouer, love this word, qui vous voudrez, me déguiser pour aller au gala et cocktails, ou rester réveillé toute la nuit pour veiller sur vous. Miaou. C'est avec le craquement plastique de son manteau en faux cuir que Catwoman se rassoit impérialement. Je n'avais pas remarqué jusque-là cette élégance toute... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.